Et comment ça va? Nous sommes en l'an 2047, considéré comme un siècle de révolution technologique. L'humanité a atteint des jalons importants, comme les voitures volantes et les robots. Mais ce qui a le plus transformé la société, ce sont les mondes virtuels appelés VR, qui semblent aussi authentiques que la réalité elle-même. 75% de la population connue sous le nom de connectés ne se soucient plus de leur vie réelle et passent toute la journée en ligne, laissant les villages et les villes à une minorité. Il existe d'autres personnes qui passent la moitié de leur temps en ligne et l'autre moitié dans le monde réel. On les appelle les hybrides. À Néo-Paris vit Nash Trenton, un agent de l'ombre hybride hanté par la mort de sa bien-aimée Elena, tué lors d'une attaque virale il y a quelques années. Il fait partie d'un groupe d'aventuriers dans un univers de fantasy où ils combattent des méchants à l'épée, à l'arc et avec de la magie. Une des membres du groupe, Dalwyn, entretient une relation avec lui, même sans se connaître dans la vraie vie. Un soir, après que le groupe ait vaincu avec succès un puissant mage, Nash se déconnecte un peu plus tôt que d'habitude car il est convoqué par Dina, une cadre de la corporation Synternis, l'une des principales entreprises responsables des Vers. 148 joueurs ont été tués dans une attaque virale menée par un groupe insurgé appelé les Necromanciens. Dina veut donc que Nash découvre qui sont ces insurgés. Même s'il est vrai que les attaques et le nombre de morts ont beaucoup empiré, faire appel à Interpol n'est pas une option. Leurs systèmes sont piratés en permanence et s'ils s'impliquaient, Synternis ne pourrait pas attaquer directement les Necromanciens. Nash se rend à l'adresse IP qui a déclenché le virus. C'est facile pour lui d'y entrer car les rues sont vides, tout le monde étant à la maison à jouer à ces jeux. C'est un vieux bâtiment abandonné et Nash n'y trouve rien d'autre que des déchets jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Arme au poing, il suit le son quand soudain il est attaqué par un homme chauve et costaud et les deux s'engagent dans une lutte. Après plusieurs coups de poing, de pied et des jets contre les murs, l'homme prend le dessus sur Nash et après l'avoir mis à terre, lui vole son identité avant de partir. La prochaine destination de Nash est un quartier douteux où de vraies personnes proposent divers services suspects dans la rue. Là, Nash rend visite à son ami et ex-beau-frère Morel, un hacker expert. Après que Morel lui ait soigné quelques blessures, Nash lui demande de pirater les systèmes d'Interpol et d'obtenir les enregistrements des caméras de sécurité du bâtiment qu'il a visité afin d'identifier l'homme qui l'a agressé. Morel accepte en échange d'un matériel illégal que Nash pourrait obtenir auprès de ses clients. Nash part agacé quand Morel mentionne soudain Elena, rendant la conversation inconfortable, même si Nash sait que Morel a raison de soupçonner quelque chose d'étrange dans la mort de sa sœur. Un peu plus tard, Nash passe la nuit avec Dalwyn dans le jeu, quand la sonnette retentit dans le monde réel. C'est Morel venu avec des nouvelles concernant les enregistrements des caméras de sécurité. Malheureusement, aucun homme chauve et costaud n'est passé devant la caméra. Cependant, il a repéré un individu qui est apparu plusieurs fois au cours des 3 derniers jours avant l'arrivée de Nash, bien qu'il ne semble pas particulièrement fort. Toutes ces informations ont été mises sur une clé USB que Nash remet à Dina, qui utilise le logiciel de l'entreprise pour identifier l'homme mystérieux. Son nom est Leonard Lawrence et il possède aussi son adresse, alors Nash va lui rendre visite. Il entre dans l'appartement par la fenêtre et trouve Leonard connecté au monde virtuel. Il n'est cependant pas seul. L'homme chauve est aussi là, prêt à commencer une autre bagarre, mais cette fois, après tous les coups échangés, Nash ne reste pas au sol quand il y est projeté. Au lieu de ça, il saisit son arme et tire sur le chauve. Après avoir aussi tiré sur Leonard et récupéré son identité, Nash s'assied sur la chaise de Leonard et prend le contrôle de son personnage pour infiltrer les nécromanciens et en apprendre davantage sur eux. L'avatar est une femme blonde en plein moment intime au lit avec 2 autres filles. Nash ne leur prête pas attention et enfile les habits du personnage avant de quitter l'immeuble avec une arme trouvée dans la chambre. Un soldat des nécromanciens nommé John attend dehors. Il mentionne qu'ils ont reçu l'ordre de retourner immédiatement au quartier général. Le jeu dans lequel ils se trouvent est un jeu de tir. Alors John et Nash entrent dans la zone de guerre et décident de profiter du conflit entre 2 factions qui luttent contre un robot géant appelé Cerber, car cela signifie qu'on ne prêtera pas beaucoup d'attention à eux. Alors qu'ils traversent un bâtiment abandonné, les jumelles de John cessent de fonctionner, preuve de la présence d'une machine brouilleuse et donc aussi d'une embuscade. Cependant, il n'y a pas d'autre chemin possible. Ils doivent s'enfoncer aussi loin que possible dans la zone PVP, car c'est un endroit où les joueurs ont plus de mal à survivre.
libre, donc plus sûr pour eux puisqu'ils risquent moins de croiser un agent par hasard. Ils continuent donc et affrontent l'embuscade à coups de feu. En se couvrant mutuellement avec agilité et en tirant avec une précision exceptionnelle, le duo parvient à éliminer tous les soldats ordinaires sauf un dernier ennemi, le boss qui apparaît maintenant au bout du couloir, bloquant le passage. C'est un homme grand portant une armure et tenant une mitrailleuse surdimensionnée, ce qui le rend difficile à tuer. Mais John a un plan. Il lance une grenade aveuglante pour le distraire pendant que Nash se glisse derrière un mur, obtenant ainsi l'opportunité de lui tirer directement dans la tête. Après avoir récupéré ses munitions, John et Nash s'échappent et atteignent le quartier général des nécromanciens sans autre problème. Les attend là-bas la personne responsable de toute l'opération, Camille. Il demande à un subordonné d'apporter un dispositif de signalisation avant de poser des questions sur d'éventuelles nouveautés. Ils savent qu'un homme mystérieux travaillant seul a visité leur bâtiment et qu'ils sont maintenant aussi poursuivis par Interpol. Camille admet qu'ils doivent changer de stratégie. En ce moment, ils essaient de faire peur aux joueurs pour qu'ils quittent leur verre. Mais les médias dissimulent les morts et tout le monde pense que ce ne sont que des légendes urbaines. Il ne révèle cependant pas son nouveau plan, car à ce moment-là, le subordonné apporte le dispositif demandé, ce qui empêche Nash de se déconnecter. Les soldats attrapent l'avatar de Nash et révèlent qu'ils savaient depuis le début que ce n'était pas Leonard, car il n'a pas fait le geste de salutation à son entrée. Camille lui donne un coup de poing, mais il sait que les émotions négatives sont atténuées en ligne, alors il ordonne à ses hommes de se déconnecter et de chercher le corps de Nash dans le monde réel. Alors que Camille explique à quel point les politiciens et les entreprises ont intérêt à maintenir la société dans un état végétatif, Nash profite de l'occasion pour donner un coup de tête à un soldat et activer la grenade accrochée à la ceinture de l'autre, provoquant une explosion qui détruit le dispositif de signalisation. Il se réveille dans le monde réel à temps pour tirer sur le vrai John et sur son partenaire lorsqu'ils entrent dans l'appartement. Nash rend de nouveau visite à Morel pour lui poser des questions sur des dispositifs qui empêcheraient les gens de se déconnecter. Mais Morel ne pense pas que ce soit possible. Alors, à la place, Nash lui donne les coordonnées du quartier général des nécromanciens dans le jeu et lui demande les enregistrements détaillant toutes les personnes qui se sont connectées ou déconnectées dans cette zone. Leur enquête est interrompue par l'arrivée de 3 hommes d'Interpol alors Nash se cache pendant que le responsable Stillson interroge son ami. Au début, Morel ne veut rien dire, mais après avoir reçu un coup de poing d'un des agents, il commence à avouer. Il ne mentionne jamais le nom de Nash cependant. Il admet avoir piraté la base de données d'Interpol et vendu les informations à une des petites entreprises de jeux, en plus de travailler aussi comme testeur de sécurité pour les grandes corporations. Comme les enregistrements des caméras n'ont rien montré d'important, les 3 hommes repartent après que Stillson lui ait dit qu'ils exigeront ses services à l'avenir en échange de ne pas l'arrêter à cause du matériel illégal. Nash s'en va également après que Morel lui ait promis d'enquêter sur les coordonnées qu'il lui a données. Pensant que les nécromanciens ignorent encore son identité, Nash retourne à son appartement et se connecte en ligne pour une nouvelle aventure avec son groupe et pour savourer quelques moments doux avec Dalwin. Mais une fois encore, il est interrompu par une demande de Dina pour le voir. Elle l'informe qu'Interpol s'est rendu dans les locaux de l'entreprise car ils sont au courant des morts. Et en échange, Nash lui raconte ce qu'il a découvert grâce à l'enquête de Morel. Les attaques ont visé uniquement les 3 plus grandes entreprises de verre, mais en dehors de cela, la piste semble s'être refroidie. Il a été impossible de suivre les nécromanciens car il n'y a ni connexion ni déconnexion dans le système. Ils laissent toujours quelques subordonnés en ligne pour protéger la zone des autres joueurs et se connectent ailleurs. Dina veut toujours qu'il règle ça le plus vite possible, car elle ne veut pas qu'Interpol s'en mêle. Ils peuvent peut-être des alliés, mais ce ne sont pas des amis. Cela signifie que les entreprises de verre paient des impôts au gouvernement, et cet argent est utilisé pour financer le revenu universel des connectés, qui eux payent pour le jeu. Pour l'État, subvenir aux petits besoins d'un connecté coûte bien moins cher que de permettre à une personne de vivre pleinement, et les connectés ne dépassent généralement pas 40 ans. Après avoir demandé à Morel de pirater la base de données d'Interpol pour savoir ce qu'ils savent sur les attaques, Nash retourne
retourne dans son appartement où il est pris en embuscade par les nécromanciens. Il rencontre le véritable Camille qui est en fait une femme. Elle lui dit qu'il ne devrait pas travailler pour la société Sinternis car ils ont menti sur la mort d'Helena. Ce n'était pas une attaque des nécromanciens qui l'a tué, mais un virus créé par Sinternis que les nécromanciens ont simplement réutilisé ensuite. Helena était en réalité proche des nécromanciens. Même si elle ne partageait pas toujours leur méthode, elle faisait toujours partie du groupe, ce qui a fait d'elle une cible pour Sinternis. Nash, ayant toujours soupçonné quelque chose d'étrange dans sa mort, croit Camille et accepte de les aider en partageant tout ce qu'il sait et en préparant un plan contre Interpol. Stilson et ses agents suivent un membre des nécromanciens et Nash l'aide à les semer en le guidant dans les égouts. Il le ramène jusqu'à Camille qui demande à Nash de partager toutes les informations qu'il obtiendra avec son ami hacker à l'avenir. Lorsqu'il rend visite à Morel, Nash admet se sentir utilisé par Sinternis autant que par les nécromanciens. Morel lui rappelle que rien ne ramènera Helena avant d'ajouter qu'Interpol va bientôt rencontrer un infiltré dans le groupe de Camille. Nash se rend au lieu de rendez-vous, mais il est capturé par Interpol, qui a inventé cette histoire d'infiltré pour le piéger. Stilson sait que Nash travaille à la fois pour Sinternis et pour les nécromanciens, alors il veut qu'il devienne aussi informateur pour Interpol. Mais leurs négociations sont interrompues par Camille et ses hommes qui suivaient Nash au cas où il aurait besoin d'aide et qui tuent maintenant tous les agents d'Interpol qu'il croise. Maintenant qu'il est de nouveau hors radar, Nash veut entendre le nouveau plan et Camille accepte de tout lui expliquer une fois de retour à la planque. L'objectif des nécromanciens est de libérer tous les connectés. Pour cela, ils vont utiliser un virus créé par un membre du groupe capable de désactiver toutes les consoles jusqu'à ce que les verres disparaissent. Cela forcera les gens à quitter le monde en ligne pour revenir vivre dans le monde réel. Il n'y a qu'un seul problème. Pour qu'il puisse se propager, le virus doit être lancé depuis la matrice d'un des verres principaux. C'est là que Nash entre en jeu. Il pourrait facilement amener le virus dans les bureaux centraux de Sinternis et le maintenir actif pendant que les hackers font leur travail. Camille promet que l'attaque se fera de manière progressive et qu'au moment où le virus sera lancé, Nash aura déjà quitté les lieux et ne pourra pas être identifié comme responsable. Donc, il accepte. Comme il reste encore quelques heures avant le début de la mission, Nash se connecte et retrouve Dalwin, qui est une connectée et ne veut pas définir clairement leur relation, ce qui donne à Nash matière à réflexion. Un peu plus tard, il rend visite à Dina dans les bureaux de Sinternis et pendant leur conversation, il active discrètement le dispositif contenant le virus. Les hackers des nécromanciens lancent immédiatement l'attaque pendant que Nash rentre chez lui et se connecte une dernière fois pour une ultime aventure avec son groupe. Mais ils sont interrompus par des messages de Morel révélant les plans des hackers et appelant tous les joueurs de Néo Paris à les arrêter. Une foule furieuse de connectés, contraints de se déconnecter contre leur gré, prend d'assaut la base des nécromanciens et les massacre tous avant qu'ils ne puissent détruire les verres. Un certain temps après l'incident, Nash est de nouveau convoqué par Dina, qui le soupçonne d'avoir introduit le virus dans ses locaux. Mais elle ne l'arrête pas car cela leur a permis d'éliminer les nécromanciens. Cependant, elle rompt tous les liens entre Sinternis et Nash à cause de sa trahison. Elle lui apprend aussi que Camille lui a menti. Le virus qui a tué Helena était une version améliorée des nécromanciens. Et Helena s'était rapprochée du groupe parce qu'elle travaillait comme informatrice pour Sinternis. Ne sachant plus à qui faire confiance et pour échapper à ses pensées douloureuses, Nash entre définitivement dans le monde en ligne et devient un connecté de plus, décidant de passer le reste de sa vie avec Dalwin et son groupe. Grâce à l'argent qu'il a accumulé, il peut ajouter des fonctions et du confort à son avatar en ligne pour profiter encore plus de l'expérience. Et comme son cerveau ne fait plus la différence entre réel et virtuel, la vie en ligne est aussi bonne que la réalité. C'est ainsi que se termine Virtual Revolution, un film de science-fiction et thriller de 2016. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.